Bonjour, mon invité aujourd'hui est Bruno Clément Bollet, général de corps d'armée, ex-commandant des forces françaises en Côte d'Ivoire et de l'opération Licorne. Bonjour mon général. Bonjour monsieur. Je suis ravi de vous avoir invité pour, d'abord, c'est la première fois que un militaire va pouvoir nous parler de l'Afrique, de cette relation, de cette connaissance. Vous étiez le premier, ça remonte à 2023, à publier un article sur l'Afrique dominée, place à l'Afrique souveraine. C'est un article qui a eu beaucoup de succès et vous indiquez à un moment donné qu'il faut changer d'époque. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors absolument, c'était exactement il y a 3 ans, c'était en fin janvier 2023, c'était une tribune qui a été publiée dans Le Monde et qui s'intitulait, vous avez cité le sous-titre, le titre c'était « L'Afrique aux Africains ». Et je voulais interpeller les lecteurs pour... tout le monde disait l'Afrique aux Africains, mais pour expliquer exactement ce qu'il fallait comprendre par l'Afrique aux Africains. Alors, faisons preuve de modestie, je n'avais pas la prétention de prétendre l'Afrique à la place des Africains. Mais ayant quand même une longue carrière passée sur le continent africain ou à travailler sur le continent africain et continuant à le faire, je voyais bien les réactions, je voyais bien comment est-ce que notre regard occidental très figé nous éloignait progressivement d'une Afrique qui était en plein mouvement, en pleine mutation. Afrique d'ailleurs qui a été un petit peu le précurseur de la grande contestation de l'ordre international que nous vivons aujourd'hui. Et donc, je disais, j'interpellais l'opinion. L'opinion, absolument, et peut-être nos autorités sur ce sujet, pour dire, attention, l'Afrique est en train de changer, on est en train d'imposer notre point de vue comme on le faisait il y a 50 ans, ça ne passe plus du tout, et on est en train de se couper, or, on a tout à perdre à jouer ce jeu-là. Alors, on va remonter de tout ça, d'abord pour continuer sur... c'est-à-dire que Macron a 2 ans pour terminer son mandat. Là, il organise cette année un sommet, le dernier sommet de Macron France-Afrique. Et on sent le choix de ce changement à travers l'organisation dans un pays anglophone. Comment jugez-vous cet héritage ? C'est-à-dire que pourtant, au départ, il avait commencé par une envie de disrupter. Et aujourd'hui, on en est complètement loin de cette prétention. Vous savez, il y a un proverbe en Afrique qui dit « l'étranger ne connaît pas les chemins qui passent sous les calebasses ». Et on arrive toujours avec beaucoup de prétentions et parfois d'illusions face à ce continent, non pas mystérieux, mais en tout cas captivant, et puis on est rattrapé par les réalités. Et je pense que si les intentions étaient bonnes, les réalités ont rattrapé nos autorités et qui ont fait que ça a évolué, pas tout à fait dans le sens que l'on souhaitait. En revanche, ça a souhaité dans le sens que j'ai indiqué dans ma tribune, dans la tribune. Donc, si vous voulez, c'était ça le décalage. Aujourd'hui, on tente de reprendre la barre en essayant de retrouver l'Afrique autrement. Et justement, comment on peut... C'est donner d'abord la parole aux Africains. C'est quand on a la prétention de les aider, quand on veut les aider s'ils le demandent, eh bien, c'est d'écouter leurs solutions et de les faire à leur façon. Et c'est ça qui change tout. Et là, je crois que les grands organismes internationaux, Nations Unies, Union Européenne, etc., ont beaucoup à apprendre de ça. Et je pense que la mutation n'est pas encore tout à fait faite, enfin, de ce que je constate sur le terrain. Et donc, il faut apprendre que, vous savez, on dit toujours que la main qui donne, elle est toujours au-dessus de celle qui reçoit. C'est ça qu'il faut gommer, quoi. Moi, je pense que ce qui se passe en Afrique aujourd'hui est fondamental. Il y a des bouleversements. Comme dans le reste du monde, mais l'Afrique, elle prend sa part dans ces bouleversements. Je crois que l'Afrique s'interroge et qu'elle a les solutions, elle trouvera les solutions en son sein, à elle de prendre conscience de ces solutions. Elle les ignore parfois, mais j'ai quelques expériences qu'on pourra peut-être Oui, absolument, mais j'ai envie d'être dans la cohérence de ce qu'on vient d'évoquer. D'abord, pour comprendre, vous avez occupé des fonctions au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères et à l'Élysée. C'est-à-dire que quand on est dans cette proximité entre diplomates et alors que vous êtes militaire,
Qu'est-ce qu'on comprend? Le décalage? Comment l'articulation se fait? Alors d'abord, elle n'est pas évidente parce que ce sont des mondes effectivement qui ne sont pas tout à fait les mêmes, qui ont leur propre code, leur propre culture. Et voilà. J'ai eu la chance, comme jeune officier, d'intégrer des postes qu'on appelle interarmées, qui m'ont un petit peu dessillé, ouvert les yeux un peu plus tôt qu'avant d'accéder au grand poste. Je pense notamment à une expérience de garde nomade. J'ai été garde nomade dans la garde nomade djiboutienne. Seul français, au milieu de 700 goumiers. Nos véhicules, c'était des chameaux. Et notre travail, et mon travail, moi, c'était j'étais chef des opérations de la garde nomade, donc de patrouiller dans le désert, etc. Mes interlocuteurs, ce n'étaient pas du tout des militaires. Absolument. J'avais affaire au préfet local, aux chefs coutumiers locaux, aux gardes frontières, et donc ça m'a très tôt... Une forme d'anthropologie de terrain. Ah oui, ben là, vous apprenez le terrain par les pieds, hein, parce que là, on passe son temps qu'à marcher. Mais en même temps, c'était absolument passionnant, ça m'a ouvert les yeux. C'était en plus la toute fin de la guerre froide. Et donc on était à la frontière de l'Éthiopie, l'Érythrée n'existait pas encore. C'est ça. De l'Éthiopie et de la Somalie, on y rencontrait nos homologues, et derrière les gardes frontières éthiopiens, vous aviez des Cubains, des Allemands de l'Est, etc. Et on vivait la guerre froide, si vous voulez, en direct. Et donc ça m'a très tôt ouvert et amené à des postes ouvrant sur la diplomatie et sur la géopolitique. Quand vous commandez les forces françaises en Côte d'Ivoire, en opération, mais j'avais plus comme interlocuteur les chefs politiques, le président Gbagbo, le Premier ministre Guillaume Soro, les ambassadeurs locaux. Surtout à cette époque. Surtout à cette époque, surtout les Nations Unies, etc. Et donc vous êtes obligé là, de prendre en compte ces dimensions géopolitiques, ces dimensions de diplomatie, etc. Et donc à l'Élysée, j'étais dans l'état-major du président de la République, mais j'étais en charge d'un dossier tout à fait particulier qui était la sécurité en Afrique, entre autres. Et à ce moment-là, c'est vrai que l'Afrique était très agitée. Il y avait la Côte d'Ivoire, mais il y avait aussi la Centrafrique, mais il y avait aussi le Sierra Leone, il y avait aussi le Libéria, il y avait aussi... Oui, mais c'est un mot vague. Qu'est-ce que ça veut dire, la sécurité? Vous vous occupez de quoi? Du terrorisme, renseignement? Non, pas du tout, pas du tout. Des grands dossiers de sécurité dans leur sens politique. D'accord. Et donc, ce qu'on attendait de moi, c'était de relier le monde militaire, sécuritaire de la défense. Et donc j'étais en liaison bien sûr avec l'état-major des armées et le monde diplomatique du Quai d'Orsay. J'avais plus de réunions avec le Quai d'Orsay que j'en avais avec l'état-major des armées. Et puis les réunions interministérielles et les conseils de sécurité, les conseils de défense, les conseils de crise que le président Chirac, puisque c'était lui qui était à l'époque président. Voilà. Et donc là, vous êtes obligé, vous sortez totalement de... Enfin, il ne faut pas oublier votre culture d'origine. On vous demande de l'intégrer dans un système beaucoup plus complexe. C'est ça qu'on attendait de moi. C'est extrêmement formateur. C'est-à-dire que pour sauter le nœud dans la relation France-Afrique, à quoi est due cette crise systémique? C'est dû aux élites, aux institutions. On voit que... On évoque les problèmes et on fait du surplace. C'est incompréhensible. Alors là, j'imagine que vous faites référence peut-être à certains dossiers qu'on vit actuellement. Moi, je puis témoigner, et vous pouvez regarder les livres d'histoire, petite histoire entre guillemets, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était il y a une vingtaine d'années, les choses quand même avancées. On pense ce qu'on veut de la résolution de la crise en Côte d'Ivoire, mais je peux vous dire, pour avoir vu ce qui s'était passé à côté au Libéria et au Sierra Leone, qu'en Côte d'Ivoire, même si, hélas, il y a eu beaucoup trop de pertes, ça ne s'est pas passé du tout de la même façon. Or, c'est ça qui attendait la Côte d'Ivoire, les machettes. L'Afrique est demandeuse de souveraineté, d'indépendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans cette phase particulière, qu'est-ce qu'elle... Pour vous, elle traduit, est-ce que vraiment on est au cœur de cette volonté de se décoloniser une deuxième fois? C'est une excellente question parce que c'est le cœur du problème. Qu'est-ce que c'est en fait l'Afrique aux Africains? Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Est-ce que c'est un problème d'indépendance? Non, ce n'est pas un problème d'indépendance, vous avez souligné le bon mot, c'est un problème de souveraineté. Et la souveraineté, c'est quoi? C'est la liberté de choix. On sait bien que dans le monde d'aujourd'hui, on est tous dépendants des uns des autres. Il n'y a pas un pays, même les États-Unis, regardez comment ils sont dépendants de la Chine pour les terres rares. Eh bien, ce n'est pas une question de dépendance ou d'indépendance, c'est une question de souveraineté.
certes, je suis dépendant à un degré qu'il convient de mesurer, mais surtout, j'ai la liberté de choix et je veux avoir ma liberté de choix. La liberté de choix, c'est la liberté d'avoir ma monnaie, la crypto-monnaie, comme en Centrafrique, voilà, ça sera ma monnaie nationale, c'est mon choix. Mes partenaires, je ne veux plus de la France qui me regarde de haut, je préfère payer une coopération russe qui me coûte très très cher, qui en plus tape sur mes propres populations, mais c'est mon choix et je l'assume jusqu'au bout. Et c'est ça qu'il faut bien déterminer. Mais en même temps, ça c'est le dit. C'est ça. Mais il y a aussi un non-dit. Et le non-dit, il est beaucoup plus subtil et il faut savoir le lire. Le non-dit, c'est certes, dans ce monde de dépendance, on a besoin aussi des autres. C'est ça. Et donc, je suis sûr que l'Afrique, elle ne rejette pas l'Occident. Elle dit à l'Occident, vous êtes tous les bienvenus. Nous, on exerce notre liberté de choix. Dites-nous ce que vous avez à faire valoir, qu'est-ce qui peut nous intéresser. Mais sachez bien que désormais, ce sont nos solutions, à nos conditions, à notre façon. On est d'accord ou on n'est pas d'accord. Et là, moi, je pousse plus loin, si vous voulez, un petit peu la réflexion. Aujourd'hui, où on est un regard quasi exclusivement tourné vers l'Est, c'est ça. Pour une géopolitique de court terme, ce que j'appelle une géopolitique de court terme. On ne voit pas, au plan géostratégique, le fond du tableau, le long terme, voire le très long terme. Et moi, je pense que tous les intérêts d'un pays comme le nôtre, nous ne sommes pas le seul, mais l'intérêt d'un pays comme le nôtre, c'est le continent africain. Aujourd'hui où nous sommes, nous aussi en pleine interrogation, en recherche d'équilibre dans cette nouvelle période qui n'a pas encore trouvé sa stabilité, je ne voudrais pas que tous les choix stratégiques qui sont faits aujourd'hui soient tournés exclusivement vers l'Est parce qu'il y a un dossier brûlant entre Slaves, entre pays slaves, et qu'on oublie de regarder au Sud, ce qu'on a un peu tendance à faire aujourd'hui. Alors peut-être que le sommet au Kenya va un petit peu rééquilibrer les choses, mais gardons bien à l'esprit qu'on a besoin du continent africain. Aujourd'hui, c'est plus l'Afrique qui a besoin de la France. C'est ça. C'est l'inverse. Oui, mais on n'est pas les seuls. Je remarque que l'Italie, que l'Espagne, que le Portugal, tous ces pays qui bordent la Méditerranée, qui ont la même culture, la même histoire, les mêmes diasporas, ont les mêmes défis que nous. Ils sont en première ligne, en première loge, etc. L'union fait la force. Vous savez, on dit un seul bracelet au poignet ne fait pas de bruit. C'est-à-dire qu'on voit que la sagesse africaine et autres vous marquent profondément. C'est-à-dire que j'ai envie de savoir, la France a décidé de se retirer militairement de l'Afrique, elle a redéployé ses forces, elle a elle a reconfiguré son mapping. Est-ce que vous pourriez nous dire la philosophie de cette stratégie et au fond, qu'est-ce que ça apporte à la France ? Alors, il est sûr que le ministère des Armées et que le chef d'état-major des Armées serait beaucoup plus à sa place pour parler de ça. Mais de ce que je vois, de ce que je ressens et de ce que je vois sur le terrain, on veut une présence autre, qui ne s'impose pas, qui ne commande mais pas. Mais au-delà des mots, c'est-à-dire qu'on a c'est-à-dire qu'il n'y a plus de drapeau français, il n'y a plus de base. Donc déjà, si vous voulez des images, en voilà une. Quand, encore il y a 2 ans, on voyait à Port-Bouët le drapeau français, quand on voyait au Sénégal, à Dakar, le drapeau... Si vous voulez, le jeune Sénégalais, lui, qui est pétri de culture, de mondialisation, il ne comprend pas, il ne comprenait pas. Et c'est ça que nous n'arrivons pas à comprendre, parce qu'on avait ce drapeau depuis, on pensait la nuit des temps, et que... il n'y a plus de base permanente française en Afrique parce que les Africains n'y trouvent pas leur intérêt. Et en revanche, ils n'ont pas rejeté, c'est ce que je disais, et les demandes qu'ils font sont beaucoup plus des demandes de partenariat, des demandes de transfert de capacité ou d'acquisition de capacités particulières. Je pense aux forces spéciales, je pense aux drones, je pense pour faire monter les capacités africaines à leur rythme, à leur façon, à leurs conditions. Si on fait ça comme ça, ça se passera bien. Quelle est votre évaluation aujourd'hui, on voit, en termes à travers le prisme défense et sécurité, ce qui se passe sur le continent africain? C'est une évaluation. On voit qu'il y a des menaces considérables qui sont à l'intérieur de l'Afrique et surtout conflits, crises, guerres. Comment voyez-vous ce mapping et ces risques pour l'Afrique? Oui, vous savez, ces menaces, la particularité de ces menaces, c'est que ce sont des menaces transverses.
C'est-à-dire que vous ne savez pas quel ennemi vous avez. La drogue, quand vous parlez de la drogue, mais c'est qui la drogue? Vous n'arrivez pas à l'incarner. Ce sont des menaces transverses qui sont extrêmement insidieuses, diffuses, etc. Et donc c'est extrêmement difficile à comprendre. Quand vous avez une menace, si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas lutter. C'est ça. Tout part de la connaissance. Donc l'effort qui doit être fait, c'est un effort de compréhension de la situation, de compréhension de l'ennemi, de compréhension des circuits, de compréhension de qui est au départ. Mais est-ce qu'on le fait aujourd'hui? Bien sûr qu'on le fait. Oui, mais de quelle manière? Parce que... Eh bien, on le fait avec la surveillance internationale, avec Interpol, avec des outils qui sont particuliers, qui sont internationaux et dont chacun a sa place pour arriver à faire ce mapping du mieux qu'on puisse le faire, parce que vous voyez bien comme moi que c'est extrêmement difficile. Bon. Ensuite, il faut une coopération de tous les instants, une coopération internationale de tous les instants. Quand vous avez un trou dans la raquette, comme on a au plan international aujourd'hui avec les 3 pays de l'AES, si vous voulez, alors qu'on sait qu'il y a un couloir de passage là très, très vif, très utilisé, ben c'est extrêmement difficile. Ça demande ce type de menace demande une coopération internationale extrêmement fine, vive, de tous les instants. Et chacun doit y prendre sa place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit les trajectoires différentes en termes de pays ou de régions, les pays de l'AES, et puis le reste des pays africains. En tout cas, est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, dans la manière de fonctionner de l'AES, c'est-à-dire ces regroupements des pays où il y a eu des coups d'État, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, c'est-à-dire que ces pays-là, est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont plus dans le formalisme que dans l'action, dans cette revendication identitaire et de souveraineté? Et ils ne sont hélas que dans l'affichage. Vous savez, quand vous additionnez des faiblesses, à l'arrivée, vous n'avez pas une force. Et c'est un petit peu comme ça qu'on le voit aujourd'hui. Non, manifestement, vous savez, la meilleure des réponses pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure, c'est l'intégration. C'est l'intégration, c'est donc si la CEDEAO retrouvait c'est vraiment l'espace idéal pour coopérer contre les menaces actuelles qui sont diffuses, qui sont pas incarnées, qui sont extrêmement vives, etc. Mais on voit que les institutions ne marchent pas. Or, aujourd'hui, le CEDEAO et l'AES, il y a un vrai problème au sein de la CEDEAO. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je n'ai pas la réponse. Mais bien sûr, plus, moi je pense que la réponse, les Africains ont la solution. Vous savez, juste pour vous citer un petit exemple, ouais. J'ai eu dans ma carrière à faire beaucoup de réconciliation. Il faut y revenir là-dessus parce que c'est intéressant, notamment le cas de Côte d'Ivoire. La réconciliation, en Côte d'Ivoire, notamment tout le travail qu'on a pu faire avec les ex-combattants, c'était l'ancien Premier ministre Charles Kounambani, à son âme, oui, qui était en charge là, de la réconciliation. Là. Mais un petit peu avant, moi quand je commandais les forces françaises en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas encore tout ça, on était en pleine crise. Mais on était juste après les accords de Ouagadougou et les Ivoiriens du Nord et du Sud s'étaient réconciliés. Le président Gbagbo était resté président et le chef des rebelles, Guillaume Soro, était devenu Premier ministre. Et donc il fallait essayer de retrouver confiance et avec des gens qui se défiaient. Si les chefs s'étaient unis, au niveau de la base, la troupe, je vous dire que c'était pas... bon. Et donc on s'est dit comment est-ce qu'on va faire pour les faire travailler ensemble. Et on a étudié les mécanismes locaux. Il y a des mécanismes locaux de réconciliation qui sont là depuis la nuit des temps, parce que ces différentes ethnies qui se croisent en Côte d'Ivoire, les Krou, les Akans, etc., qui ont des cultures différentes, et qui se sont au cours passe par quel relais? Les chefferies traditionnelles? Ça passe par différents relais. Vous avez par exemple la parentèle à plaisanterie, qui est un outil de réconciliation extraordinaire à étudier, qui marche très bien. Où quelqu'un d'une ethnie, généralement d'une petite ethnie, insulte, quelle que soit sa fonction, un chef, parce qu'il y a eu, dans les siècles passés, indifférence entre les ethnies et qu'on a décidé de... Voilà. Vous avez aussi les cérémonies de pardon, où officiellement, celui qui a perdu vient se présenter devant le chef. Je me rappelle de ces cérémonies de pardon où le président Ouattara recevait notamment le général Mangou.
ancien chef des Fancy, mais de Gbagbo, du président Gbagbo, et demander officiellement pardon. Et je me rappelle de mes officiers français qui regardaient ça avec moi, qui me disaient, mais qu'est-ce que s'il n'a aucun amour propre? Je dis, mais vous n'avez rien compris. Il procède à la cérémonie de pardon. C'est-à-dire qu'avec ça, grâce à cette cérémonie, et parce que le président lui a pardonné, on va pouvoir reconstruire, recommencer et aller de l'avant. Est-ce que ces mécanismes-là, dans le cas de guerre, conflit, crise, aujourd'hui, ça peut fonctionner? Mais bien sûr que ça peut fonctionner. Ce sont des réalités de terrain auxquelles ces peuples-là sont confrontés depuis des siècles. Ça marche chez eux. Je doute que ça marche dans la mais là, campagne il s'agit de berrichonne. questions de proportion. Quand on voit le démantèlement des États, notamment au Mali et au Burkina Faso, on n'est plus... Alors là, c'est un autre problème, c'est qu'il y a cette menace du terrorisme, cette présence du terrorisme, qui aujourd'hui est une espèce de gangrène. Alors au passage, d'abord, le terrorisme, comme la drogue, comme la criminalité organisée, ce ne sont pas des causes de déstabilisation, ce sont des conséquences. C'est parce que l'État est en faillite, parce que l'État ne remplit plus ses missions régaliennes, que sont la santé, l'éducation, la sécurité, le social, que ces maux viennent se greffer sur l'État et contribuent à ronger et à démolir l'État. C'est ça. Aujourd'hui, quand vous examinez le terrorisme, ces différentes entités terroristes au Mali, vous avez Yagag Gali au nord avec ses Touaregs, vous avez Amadou Koufa avec ses Peuls, vous avez la Katiba Serma aussi avec des Touaregs. Mais ce sont des locaux, ce sont des Maliens. Donc ça veut dire que ces Maliens-là... C'est encore plus grave pour la résolution des conflits. Plus grave. Mais ça veut dire que dans la résolution des conflits, d'une façon ou d'une autre, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter leur diktat, pas du tout. C'est pas du tout ce que je dis. Mais il ne faut pas imaginer une solution future qui les exclut. C'est dans cet état d'esprit qu'il faut se mettre. J'observe d'ailleurs que petit à petit, progressivement, les Maliens y viennent. Vous avez vu que ce regroupement de tous les mouvements derrière l'imam Dicko, mais l'imam Dicko du temps du président... Ce qui n'ébauche. Mais le président, il est considéré comme un grand islamiste. Aujourd'hui, c'est devenu l'homme qui pourrait réconcilier, qui pourrait être à l'origine, en tout cas, d'une réconciliation entre Maliens. Donc je crois que d'abord, la conclusion que j'en tire, c'est que la solution, elle est locale. Elle appartient au Mali. C'est au Mali de la trouver. Les ressorts existent, les mécanismes existent. Il faut retrouver ses racines pour retrouver ces mécanismes et s'appuyer dessus. Il y a cette réalité-là, mais aujourd'hui, on est dans la géoéconomie et donc une guerre économique de conquête de marché. Et on voit les rivalités, surtout avec l'arrivée de Trump, qui ne fait qu'amplifier le phénomène. Mais aujourd'hui, est-ce que l'Afrique va avoir une nouvelle menace, c'est-à-dire qu'elle va être une terre de mercenaires? On le voit avec les groupes paramilitaires qui commencent à vraiment bien exister en Afrique. Est-ce que pour vous pourriez nous faire un décryptage précis de cette réalité? Alors, je vais partir encore d'un proverbe. Vous savez, quand un arbre tombe, tout le monde l'entend. La forêt qui pousse derrière, personne n'en parle. Mais regardez le nombre de pays africains qui vont bien et qui marchent bien. Moi, j'ai la chance d'aller régulièrement en ce moment au Bénin, parce que j'y travaille un petit peu. Je suis stupéfait de voir comment ce pays a réussi à émerger et à se retrouver et être carrément sur la voie de l'émergence. Et il l'est au plan économique, au plan... Les investisseurs ont aujourd'hui interrogé quelqu'un qui veut aller investir en Afrique. Il vous parle du Bénin. Tout de suite, il vous parle du Bénin. Quand vous parlez à BPI, Bénin, aucun problème. Je vois qu'en 10 ans, et c'est c'est vraiment un facteur d'optimisme, en 10 ans, comment un président, grâce à une équipe autour de lui, grâce à un gouvernement qu'il a formé, grâce à une véritable volonté, a réussi à mettre son pays sur le chemin. Alors on sait qu'il a des difficultés au nord, que le terrorisme pousse beaucoup, etc. Mais il prend sa part dans la lutte, il met en place des choses. Alors, vous avez vu qu'il y a eu une tentative de déstabilisation dont il appartiendra aux enquêtes de déterminer d'où ça venait, comment c'est... Bon, mais le Bénin était suffisamment solide, les généraux n'ont pas craqué, la machine a tenu et ça repart maintenant. Il n'y a pas que le Bénin, le Ghana, allez voir du côté du Botswana, allez voir...
Je veux dire qu'il y a aussi des pépites actuellement. Eh bien, on ferait bien de se tourner d'examiner et de voir comment est-ce que les autorités de ces pays ont fait pour, eux, faire la différence avec les autres. Alors ça n'exclut pas, enfin ça ne minimise pas pour autant les difficultés qu'il y a. C'est que j'ai parlé des groupes paramilitaires et effectivement vous parlez de certains succès de certains pays, mais qui ont aussi un dynamisme presque intrinsèque. Quand on voit le Bénin, par exemple, c'est ce qui explique cette envie de faire bouger les lignes et d'avancer. Mais quand même, aujourd'hui, dans cette Afrique qui s'interroge, la question essentielle, c'est comment aujourd'hui faire face aux convoitises liées à la prédation. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, parce que aujourd'hui, on dit bien que l'Afrique est une nouvelle frontière. C'est-à-dire que vraiment, c'est les terres à conquérir en termes de croissance et de levier de croissance. Vous savez, le phénomène Trump, je pense qu'il ne fait que accélérer un mouvement qui est très entamé, qui est cette grande période, cette fin d'ordre international et cette nouvelle période que nous ouvrons, dont on n'a pas encore trouvé l'équilibre. Et lui, il ne fait qu'agiter un peu plus, mais on arrivera à l'équilibre final. Je crois que l'Afrique, elle prend toute sa part dans ce mouvement. Elle y contribue à sa façon. Et quand on parlait tout à l'heure de souveraineté, donc liberté de choix, eh bien, cette liberté de choix, elle a de fait institué quelque chose de tout à fait particulier. C'est quelque chose qui n'existait pas avant, qui était l'Afrique est concurrentielle. Aujourd'hui, elle est concurrentielle. Sauf que tout le monde est sur la même ligne de départ. Il n'y a plus, au nom de l'histoire partagée, des prérogatives particulières. Aujourd'hui, tout le monde est sur la même ligne. Et c'est aux Africains de choisir. Et moi, je pense qu'on peut leur faire confiance pour savoir comment est-ce que on doit distribuer, enfin, ou faire partager ces richesses minières, etc. Tout ça, quand même, dans une réalité dont il faut tenir compte, quoi. Oui. C'est-à-dire que, sans vouloir rendre l'Afrique mineure en termes de maturation de ses décisions, mais on voit que l'Afrique n'est pas préparée pour affronter son destin. L'Afrique ne répond pas aux 3 défis, à mon sens. Je reprends une excellente tribune d'Achille Bembe, qui expliquait ça très très bien, et qui disait que tant que l'Afrique ne sera pas une force géopolitique autonome, tant qu'elle n'aura pas réglé 3 défis, qui sont la productivité, la production de richesse, ensuite c'est la répartition des moyens de subsistance, et le troisième défi, c'est la représentation citoyenne. Mais là encore, vous voyez, on a observé nombre de coups d'État. Je vous renvoie à cette tribune d'Achille Bembe parce qu'il l'explique très bien. Ces systèmes qui étaient verrouillés, qui fait que ceux en dessous, ils en ont marre de voir pendant des dizaines et des dizaines d'années toujours les mêmes têtes qui bloquent tout, etc. Et donc on en arrive naturellement au coup d'État. Moi, quand j'étais garde nomade, je me suis beaucoup intéressé à l'ethnie des Somali Issa, qui ont... D'abord, l'environnement est extrêmement hostile et difficile. Eux, c'est de la survie quotidienne. Eh bien, au fil des siècles, ils ont développé un code de règlement social qui fait qu'ils transcendent tous les problèmes quotidiens qui leur arrivent par un collège de sages. Enfin, tout ça est très très bien expliqué. Ça s'appelle le XER. Le XER des Issa est quelque chose de fantastique. C'est une école de démocratie. C'est ça. J'en ai d'ailleurs écrit un ouvrage. Oui. Tellement que ça me passionnait. Et je suis surpris que... personne en Afrique ne relève ce type d'exemple pour dire mais notre démocratie, elle n'est pas libérale comme celle qu'on veut nous imposer. C'est celle-là, notre démocratie, c'est de la démocratie de terrain, c'est de voilà. Je voudrais, même si par rapport... mais c'est un sujet transversal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans on fait un chambardement du monde à travers l'IA, l'intelligence artificielle. Et ce que cette intelligence va faire, personne ne peut prévoir cette évolution gigantesque. C'est-à-dire que pour vous, comment voyez-vous, parce que c'est difficile à manier, en tout cas il y a un processus. Est-ce que l'Afrique aujourd'hui peut être gagnante dans cette affaire? Alors aujourd'hui, hélas, non. Vous avez tout à fait raison, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui va révolutionner, on le sait. Ça a déjà commencé. Mais c'est celui qui la possède
qui domine. Absolument. Et qui dicte la loi. Et justement, c'est un trou dans la raquette quand vous regardez la carte. Alors on la voit, l'African Center for Strategic Studies a publié une série de cartes, et donc, dont notamment cette carte des cyberpuissances, où vous voyez que s'allumer sur toute la planète des pays qui sont très avancés, États-Unis, Chine, oui. Europe, et vous voyez qu'il y a un continent qui est quasiment vierge, c'est hélas le continent africain. J'observe là aussi qu'au Bénin, on fait beaucoup d'efforts. Il y a une école de cybersécurité au Bénin, on forme des codeurs. Il y a un programme qui s'appelle 10 000 codeurs pour le Bénin. Mais il faut vraiment que les exemples comme ça se multiplient et rapidement pour répondre à ce défi qui va être gigantesque. Et quand on n'est pas aux commandes, on est la proie. Une question et on va conclure, c'est qu'aujourd'hui, l'évolution des technologies, notamment de guerre, à travers les drones, à travers c'est que ça va... Il y a des conséquences néfastes qu'on peut craindre pour l'Afrique. Alors je ne sais pas si elles sont néfastes, en tout cas, ça change la façon de faire la guerre. Ça change la façon de la guerre. Oui, mais on a un théâtre devant nous, le Soudan, par exemple. L'Afrique pourra être aussi utilisateur. Je veux dire que les drones, soyez certains que toutes les armées africaines, aujourd'hui, sont quasiment toutes équipées de drones. Regardez d'ailleurs, la Turquie s'est lancée dans un marché de drones qui est absolument considérable et doit avoir une trentaine de pays africains clients. Eh bien, ces Africains, ils sont formés, ils savent utiliser ces drones, ils savent... Non, il est sûr que l'intelligence artificielle, ça va impacter, mais pas que l'Afrique, ça va impacter tout le monde. Et tout le monde de la même façon. Ça va être extrêmement complexe, compliqué. On va trouver, comme toujours, quand celui qui a trouvé l'épée la plus tranchante, eh ben, on trouve tout de suite le blindage le plus résistant. Et puis après, on retrouve à nouveau une épée qui va... Ça y est, c'est la course de la cuirasse et de l'épée. On est là-dedans. Eh bien, il y a tellement de sujets qu'on aimerait évoquer avec vous, notamment sur les pays qui veillent sur l'Afrique, comme la Turquie, comme la France, comme la Chine, ça aurait mérité une autre émission. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Et j'espère vous recevoir bientôt dans une autre émission. Ce sera avec plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.